les questionnements liés à l'économie, tout ce qui touche finalement les modèles économiques m'ont longtemps inspiré et continuent de m'inspirer, car finalement, c'est une façon pour l'artiste, et nous allons aboutir d'ailleurs avec un collègue, Florent Pralon, à la création d'un master d'apprentissage art et management de l'innovation. Eh bien, c'est l'idée de mettre en place une circulation entre cette réflexion qui est constitutive de l'économie même de l'artiste et de l'individu, évidemment, et aussi, dans le cadre de l'artiste, quelque chose qui est souvent un frein dans sa création. Euh, S'organiser avec le commun, mettre en œuvre différentes solutions qui vont eh bien, rejaillir sur le réel, tout cela implique une réelle euh, connaissance et une recherche approfondie du contexte dans lequel nous évoluons. Et donc, cette réflexion relativement importante qui implique aujourd'hui l'individu, eh bien, impacte énormément évidemment sur l'artiste. Et comme vous le savez, depuis le début de la pandémie, les commandes d'œuvres se sont effondrées, énormément de problèmes jaillissent encore plus avec les artistes, puisque la culture, le supplément d'art est évidemment toujours finalement mis de côté dans les moments les plus critiques. Et donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la situation de l'art est assez difficile à vivre pour les artistes. Alors, moi, ce qui m'intéressait de partager avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion, en effet, sur les pratiques artistiques du commun et la reconfiguration des imaginaires par l'art. Parce que il me semble qu'au-delà même du monde de l'art, du milieu de l'art, de l'implication de l'artiste dans un milieu qui est le sien, et moi-même, donc, en tant que professeur en arts plastiques et sciences de l'art, je vais fermer eh bien, j'ai essayé depuis de nombreuses années, eh bien, de réfléchir sur la façon dont cette énergie artistique que nous incarnons ou que nous essayons en tout cas de déployer pourrait être au contact de la société un vecteur de connaissance, de partage et de rayonnement. J'aimerais un peu mettre en pour accompagner mon propos, faire appel à des œuvres qui invitent le décloisonnement, au décloisonnement des imaginaires, et en particulier des œuvres participatives. Euh, je parlerai de l'œuvre de Anne Hamilton. Je me citerai également pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel je crée et qui pourra certainement aussi faire le raccord avec ce que je vais décrire. Et puis, je mettrai en perspective cette proposition et ce que je vous aurai transmis. S'il y a bien une mise en forme qui me paraît incarner le commun dans l'art contemporain, c'est cette nouvelle forme qui émerge depuis plusieurs années, c'est-à-dire l'art participatif. L'apparition de nouvelles propositions artistiques, et en particulier celles dites d'art participatif, se multiplie depuis une dizaine d'années. Dans son ouvrage Un art contextuel, création artistique en milieu urbain et en situation d'intervention de participation, Paul Arden les présente comme une sous-catégorie de l'art contextuel. Sous le terme d'art contextuel, Paul Arden entend l'ensemble des formes d'expression artistique qui diffèrent de l'œuvre d'art au sens traditionnel. Art d'intervention et art engagé de caractère activiste, happenings en espace public, manœuvres, art investissant l'espace urbain ou le paysage, performance de rue, art paysager en situation, esthétique dite participative ou active dans le champ de l'économie, des médias et du spectacle. Mais qu'entend-on finalement au juste par art participatif? Il n'existe pas une définition précise de cet art participatif, mais il y a, selon Catherine Millet, des façons de l'avancer. Par exemple, pour elle, c'est d'une façon générale, il s'agit d'abandonner une conception de l'artiste qui imposerait au public sa vision du monde et de permettre à ce public de s'exprimer lui-même par le biais de cette œuvre. L'artiste paraît envisager une nouvelle conception du rapport qu'il nourrit avec le public dans ce cadre. Échange, partage et coopération se veulent les mots d'ordre dans la réalisation du sujet participatif.
Ce processus de création, présent dans le cadre d'une politique de création, eh bien, incarne l'artiste différemment, qui veut alors rendre le spectateur actif et pour ce faire, qui le place au cœur du dispositif. Une telle forme de pratique artistique met en question le rapport passif que le spectateur entretient habituellement avec les œuvres d'art traditionnelles. Par conséquent, un nouveau statut entend désigner ce comportement participatif adopté par le public, celui de spectateur et d'interacteur. Ces termes peuvent être considérés comme l'avènement d'une posture nouvelle liée à une forme de communication interactive. L'art, donc, a cessé de constituer des modèles autoritaires de création pour l'autre à travers le contact avec l'autre. Il nous informe sur les nécessités de développer ses propres modèles, nos propres modèles nous-mêmes. Être artiste aujourd'hui, c'est donc peut-être parler aux autres et les écouter en même temps, ne pas créer seul, mais collectivement. Créer une œuvre d'art dans un mode participatif, sous-tend que le public, qui endossait jusqu'à présent le rôle de regardeur, a le choix de s'engager ou non dans le processus. L'engagement du public aura alors une influence directe sur la relation singulière que va établir l'artiste lors de la proposition de son projet au sujet rencontré. Et cela laisse à penser que l'artiste aspire à une implication totale du public par la capacité à la fois créatrice et sensible mise en avant. Alors, je vais évoquer à ce stade Alan Capro. Alors là, vous voyez Alan Capro avec ses amis artistes. Nous sommes en 1957. Alan Capro est le créateur du terme happening, du verbe happen, advenir, se passer, se produire, avoir lieu. What's happened? Que se passe-t-il? Marqué par l'action painting de Jackson Pollock, qui est né en 1912 et mort en 1956. Il expose des peintures abstraites en 1957, Capro. Il suit également des séminaires de John Cage et il y rencontre de nombreux artistes. En 1958, les événements et les environnements deviennent le cœur de l'œuvre. Autrement dit, l'espace et le temps deviennent des matériaux privilégiés. Et les actions de l'artiste et des artistes, puisque Capro fait intervenir des camarades artistes que vous voyez ici, avec lui, donc permettent à ces spectateurs de nourrir par leur réaction le matériau artistique lui-même. Alors, on voit ici un des premiers happenings. Et puis, je vous laisserai le loisir de vous plonger dans l'œuvre de Capro. Voilà, toutes sortes d'actions qui, à New York, permettaient de créer une émulation dans le milieu artistique et aussi d'explorer de nouveaux paysages et de nouveaux horizons pour l'action artistique. Alors, à ce stade, j'évoquerai maintenant le travail d'Anna Hamilton. Anna Hamilton, dont j'ai découvert le travail à l'Armory Park Avenue de New York en 1912, produit des installations multimédia à grande échelle. Ces projets, publics et collaboratifs, font souvent appel à une dimension performative. Son processus in situ travaille avec des matériaux communs pour invoquer des lieux particuliers, des voies collectives et des communautés de travail. Connue pour ses accumulations denses de matériaux, ses environnements éphémères et ses expériences immersives, eh bien, Anna Hamilton s'étend vers l'extérieur à partir de projections primaires de la main et de la bouche et de son corps, puis au fur et à mesure s'intéresse à une textualité, à une relation à l'olfactif, au sensible. À une époque où les générations successives de technologies amplifient la présence humaine et des distances bien supérieures à la portée de la main, qui devient le lieu et la forme de la fabrication à l'échelle et au rythme du corps individuel, eh bien, comment cette artiste peut-elle encore entraîner le public dans autre chose que finalement cette distanciation? Eh bien, en mettant en place des installations adaptées au site où elle s'implique et également en relation avec le geste humain et les différentes positions des spectateurs. Ainsi, le travail d'Anna Hamilton est un mélange unique de performances, de photographies, de vidéos, de textiles et de sculptures. L'œuvre The Event of the Thread, réalisée en 2012 à l'Armory Park Avenue, explore la communication et l'interaction humaine.
Cette œuvre combine la présence humaine du temps avec la tactilité matérielle imaginée dans et par le lieu. The Event and Thread fait corps avec l'architecture du bâtiment ainsi qu'elle suscite en permanence de multiples rencontres individuelles et des rassemblements de groupes de personnes à l'image des congrégations qui ont animé la riche histoire sociale du bâtiment. Multisensorielle, cette œuvre rassemble des lectures, des sons et des événements en direct dans un champ de balançoire qui invite les visiteurs à se connecter à l'action des uns et des autres et à l'œuvre elle-même, éclairant l'expérience d'un corps singulier et collectif, la relation entre l'animal et l'humain. L'adresse des lecteurs aux pigeons change à la fin de chaque journée. Donc il y a des pigeons, je passe ces images, voilà. On a des pigeons qui sont installés, voilà. Lorsqu'un chanteur au balcon de la salle d'exercice chante la sérénade et de leur mise en vol, la chanson de chaque jour est coupée au tour et à son tour et l'enregistrement qui en résulte est diffusé le lendemain. Alors là, vous avez voilà, toutes sortes de processus qui se mettent en œuvre dans le dispositif et tous ces éléments que vous voyez ici listés s'interconnectent et créent un organisme qui implique l'autre. Le public, donc, devient lui-même mouvement artistique. Et l'événement que produit Anna Milton est alors une sorte d'organisme géant qui eh bien, convoque une communauté. Alors là, vous voyez ici, dans ce carton, eh bien, c'est les crédits de l'œuvre d'Anna Milton qui convoquent toutes sortes de personnalités, des décorateurs, des musiciens, des metteurs en scène, des éclairagistes, des acteurs, des danseurs. Et toutes ces personnalités eh bien, participent à cette œuvre pour mettre en émulation eh bien, le public et faire rendre le public aussi acteur dans ce dispositif. Un journal est créé chaque jour, hein, à l'image de ce que peuvent faire aussi Thomas Hirschhorn ou d'autres artistes qui agissent dans ce domaine. Et donc, ce journal permet de rendre compte de l'activité de la journée. Là, vous avez ici sur l'Armory Park Avenue le dispositif, la façon dont il se compose dans l'espace pour que eh bien, les différentes balançoires agissent sur le voile général. Voilà, toute une rencontre de sons, le rapport entre les lecteurs, les paquets, ces petites boîtes qui recueillent des haut-parleurs et ces haut-parleurs qui sont écoutés par des spectateurs. Il y a tout un rapport schématique de lien entre la lumière, les corps, les balançoires, qui finalement crée une sorte d'interconnexion et une sorte d'organigramme dans l'espace qui, de manière inframince, influe sur le spectateur, mais ne va pas le suggestionner ni le diriger. Alors, je vais parler dans un second temps du travail que je mène depuis de nombreuses années. C'est un travail qui se situe autour de l'œuvre de Ouest Lumière. Alors, Ouest Lumière était une compagnie d'électricité qui a existé de 1903 à 1946 et qui a disparu en 1946 puisque l'entreprise a été nationalisée. Pour moi, c'est une expérience et elle me permet aussi eh bien, d'envisager différemment ce que pourrait être la mission artistique telle que finalement elle pourrait être vécue en tant qu'organisme et lieu de rencontre. Ouest Lumière donc, était une entreprise qui a disparu et qui a été détruite progressivement, mais qui s'est rematérialisée à travers EDF. En 1991, je découvre le lieu de son ancienne maison mère et je découvre dans une salle qui était murée depuis les années 20 les actions aux porteurs de Ouest Lumière. Je les récupère, je les conserve et je décide d'aller voir à l'INPI si Ouest Lumière est encore libre d'accès ou si on peut avoir des informations. Je découvre que le nom n'est plus sous protection juridique et donc je rachète le nom et la marque
et je m'autoproclame en 91 président à vie de cette compagnie qui originellement produisait et distribuait l'énergie électrique et maintenant produira et distribuera de l'énergie artistique. Donc, on passe de l'électricité à l'artistique. Je pense que c'est une preuve de transition radicale telle que toutes nos entreprises pourraient peut-être l'envisager aujourd'hui. Donc, on passe à une immatérialité complète. Donc, je suis très influencé par Marcel Mauss, par l'idée de donner, de recevoir, de redistribuer, par Édouard Glissant également, par ces concepts de démesure de la démesure qui, finalement, à travers la notion de tout monde, eh bien, nous renvoie finalement à une reconfiguration du classicisme, du baroque, de la découverte du monde et telles que les mesures que nous impose le monde, eh bien, puissent être reconsidérées à travers l'action de l'art. Je réalise toutes sortes d'œuvres. Donc là, vous voyez par exemple un organigramme au Centre d'art du CCC de Tours, qui a aussi été montré à l'Espace Electra EDF. C'est un organigramme qui fait 25 mètres de long et qui reconstitue à un instant T le dispositif que je mets en œuvre depuis maintenant 1991. Alors, quel est ce dispositif? Ce dispositif, c'est un dispositif qui implique des actionnaires. Chaque actionnaire a un rôle et a également une fonction. Il y a le directeur de l'oubli, la directrice des éléments improbables, le haut-commissaire pour l'oubli et l'anesthésie générale, le grand ingénieur de la fragrance indissimulée et impalpable. Bref, 376 personnes qui chacune ont apporté de leur énergie dans un dispositif global où ils s'investissent dans cette entreprise fictionnelle qui est Ouest Lumière. Et donc, ils acquièrent donc une action au porteur qui symboliquement a un prix, et ce prix est tout en perpétuelle augmentation de 1 euro. Et donc aujourd'hui, nous en sommes donc à l'action 376. Et donc chaque actionnaire a sa charge, sa fonction, et va s'investir dans Ouest Lumière à un niveau différent. J'organise des assemblées générales très régulièrement, des rencontres d'actionnaires, et ces actionnaires donc, sont des stakeholders. Il n'y a pas de rendement particulier autrement que des parts de jouissance. On appelle les parts de jouissance, qui est un terme économique, certains économistes reconnaîtront. Et donc, ces parts de jouissance eh bien, permettent à ces actionnaires de recueillir l'énergie, le fruit de l'énergie artistique qui a été accumulée au fil des œuvres qui sont constituées. Alors, parallèlement à cette activité, je suis professeur d'université, mais c'est une autre vie parallèle qui finalement me nourrit. Je suis aussi investi depuis 2007 à l'ONU comme artiste observateur. Et cette relation à l'ONU me permet, vous me voyez ici dans une des commissions, me permet, depuis que Ban Ki-moon m'a permis d'obtenir ce statut, eh bien, d'influer sur certaines réflexions qui sont liées à l'impact visuel et à l'impact artistique que pourraient avoir certaines œuvres dans le monde sur telle ou telle communication et mobilisation d'une communauté. Comment est-ce que l'art pourrait s'adosser au commun, mais au niveau de l'ONU, c'est-à-dire donc au niveau des résolutions qui peuvent et qui vont d'ailleurs, je le décrirai tout à l'heure, nous amener à nous interroger sur le développement durable et sur les SDG, Sustainable Development Goals. Alors, bon, depuis de nombreuses années, j'y travaille régulièrement, j'y réalise toutes sortes d'œuvres. Parallèlement, je réalise beaucoup d'installations, des photographies. Vous avez là ici les restitutions, une phase qui a été réalisée en Pologne, à Varsovie, donc les captations de lumière. Et je suis très influencé par les théories de Nikola Tesla, par exemple, sur l'énergie créatrice, sur toute la façon dont des scientifiques ont pu imaginer la mise en relation des corps et la mise en relation eh bien, d'une sorte de magnétisme animal entre nous qui pourrait nous permettre, lorsque nous sommes réunis, eh bien, d'être plus forts ou plus mobilisés, ou plus en tout cas communicants dans le cadre d'idées que nous partagerions et que nous pourrions donc aussi porter, ce qui amène évidemment à une digression vers cette mobilisation qui nous se matérialise par eh bien, notre refus de la LPR, par exemple, ou bien voilà,
en ce moment peut-être des réflexions qui peuvent nous amener à nous rejoindre. Donc, toute cette réflexion, en tout cas, qui me nourrit à l'ONU depuis de nombreuses années et qui m'a permis aussi, qui a permis de rejaillir positivement pour des accords qui ont été portés entre l'ONU et notre université, par exemple, m'ont amené à réaliser des œuvres, alors notamment Dynamo Fukushima. Dynamo Fukushima, c'est une œuvre participative qui procède d'un dispositif complexe mis en œuvre juste après la catastrophe de Fukushima. Dynamo Fukushima a nécessité une équipe de plus de 200 personnes, un budget de 450 000 € que j'ai réussi à mobiliser à travers des donateurs. Et son principe était de produire collectivement de l'énergie artistique, donc c'était en 2011, puis de réaffecter immédiatement cette énergie accumulée vers la région de Fukushima via l'antenne du Grand Palais. Le dispositif a attiré 24 000 personnes en 3 jours et il consistait entre 4 cercles lumineux monumentaux et constitués de centaines de vélos. Chacun était connecté à une boule de lumière et un compteur géant qui accumulait ce que j'ai appelé des unités d'énergie artistique, les EA. Ce calcul reposait sur la force motrice dégagée par les participants. Cette œuvre participative a permis non seulement de mobiliser le public, mais aussi de créer un lien avec les œuvres avec les sinistrés, et notamment les enfants de Fukushima, car un dispositif dynamique de mise en relation était élaboré sur place et de manière contextuelle. Les gens qui pédalaient voyaient s'afficher en grand sur le compteur installé devant eux le résultat de leur coup de pédale. Toutes les demi-heures, l'énergie artistique ainsi accumulée était libérée dans un acte d'intérêt collectif, tandis qu'un son montait jusqu'à l'antenne du Grand Palais. Tout le monde s'arrêtait de pédaler pour réussir sur le moyen terme à impacter directement dans la vente des produits dérivés de ces ONG. Le dispositif a engagé et a entraîné des ressources. Ces ressources ont bénéficié directement à l'association Ringono, une ONG qui signifie pomme en japonais, et qui développe un programme d'achat de fruits en considérant ces mêmes fruits comme force de guérison et outil de diffusion massif pour les populations concernées. Au Japon, ces produits-œuvres sont destinés à être distribués auprès du plus grand nombre et ont déjà contribué à créer une nouvelle dimension de réception de cette œuvre. Ce sont des œuvres d'art contemporain positionnées pour que la population se les réapproprie, mais également pour que l'action de cette population aille impacter directement sur la région qui va être en tout cas visée. C'est ainsi que Dynamo Fukushima a permis donc la distribution, mais ça reste évidemment totalement symbolique, mais c'est un acte symbolique comme beaucoup d'œuvres, a impacté sur la distribution de centaines de milliers de pommes et de fruits dans la région de Fukushima. Sachant que ces fruits ont une molécule qui fait régresser le césium-137 dans le césium dans le corps des enfants. Alors, voilà, donc je vous montre quelques images. Ça, c'est les groupes. On voit les groupes de travail de Dynamo Fukushima. On voit toute cette mobilisation. Mon équipe avec des actionnaires de Ouest Lumière, les t-shirts Dynamo Fukushima, les vélos qui étaient labellisés, etc. Alors, je vais en venir. Alors là, je vais arrêter de partager pour revenir à mon texte et puis pour vous parler d'un élément qui a été modélisé aux côtés de notre collègue Antoine Mandel. Voilà. Pour moi, Dynamo Fukushima démontre l'existence de l'énergie artistique par sa manifestation dans le réel et sa conversion en lumière, en chaleur et en réception collective. La théorie de l'EA est validée par l'expérience et confirme la manifestation de l'énergie artistique dans les œuvres. Comment, dès lors, activer cette énergie artistique dans le réel? Certes, ce ne sera jamais l'expérience de quelques œuvres qui pourra réellement contribuer à définir l'EA,
Toutefois, cette tentative de définition nous démontre pleinement que sa formulation dépasse largement les frontières de l'art lorsque la mise en forme de l'artistique est rendue impossible autrement. Dans la plupart des contextes de la société, cette énergie artistique pourrait donc se diffuser. Grâce à des phénomènes artistiques que l'on pourrait qualifier de partiels, on parvient à atteindre des données qualitatives analysables a posteriori. Cette logique accompagne parfaitement le fait d'envisager, via la production d'EA, des espaces fonctionnels partagés de dimensions infinies, ce qui reviendrait à libérer notre intuition du maniement des corps solides dans l'espace euclidien à 3 dimensions, R3, au profit des schémas dynamiques beaucoup plus généraux. L'EA déjoue le caractère inéluctable de ce qui arrive maintenant, dans les 3 mondes supposés qui nous constituent. Elle ouvre les champs des possibles chez chacun d'entre nous en inversant nos priorités et en augmentant nos perceptions de soi et de l'autre. Nous atteignons ainsi instantanément un renversement du suprasensible, en un non-lieu que Hegel nomme monde renversé. Ce monde-ci, via l'expérience de l'EA, serait l'autre d'un autre monde qui est justement le même que ce monde-ci. Car cet itinéraire mystérieux au cours duquel le phénomène se médiatise soi-même, en soi-même, pour devenir manifestation de l'essence, n'est autre que le chemin qui conduit de A à A en passant par A. Cette idée de l'apparence de notre réel soit bousculée, que l'apparence de notre réel soit bousculée par l'action de l'EA, nous conduit à considérer la présence de forces invisibles en action qui transformeraient par l'art l'intangible en tangible et nous transformeraient profondément. Pour accomplir cette expérience, il nous est nécessaire de fixer l'EA en dehors de tout conditionnement artistique. Car si l'EA nous entoure, nous imprègne, elle ne se livre pas pour autant sans une clé d'activation, tout comme l'éther s'active sous les faisceaux lumineux d'un phare ou la flamme d'une chandelle. Comment, dès lors, incorporer la formule de l'EA en nous et quitter le conditionnement culturel qui nous constitue et nous limite? Comment démocratiser la formule de l'EA et la faire vivre en nous, entre l'apparition de l'électricité et les révolutions sociales, environnementales, économiques, et qui en ont découlé au début du XXe siècle? On pourrait penser que l'émergence de l'énergie artistique prenne un sens particulier, comme révolution sociale, environnementale et comportementale. L'EA serait en capacité d'entraîner des bouleversements conséquents en ce début du XXIe siècle. Mais comment y avoir accès librement? À l'image de ce que l'artiste Joseph Beuys recherchait à travers la Bronx ou sculpture sociale, ou de ce que nous retrouvons également dans l'or bleu, une autre œuvre dont je vous parlerai une autre fois, c'est un véhicule comme une substance chimique, liquide ou solide. Cette piste pourrait bien être le moyen de résoudre le problème d'activation in concreto et à grande échelle de la formule de l'énergie artistique. La question se pose désormais de savoir si nous devons mettre à disposition cette formule au libre arbitre de chacun, ou bien si nous devons la dissoudre d'autorité dans l'eau de la ville afin que ses conséquences soient immédiates et massives. Ici, nous laissons nos contemporains se poser les questions éthiques qui s'imposent. Moi-même, je n'agirai pas dans ce sens, évidemment. Alors, avec mon collègue, le professeur Antoine Mandel, nous avons essayé de suivre le fil de ce type d'expérience, dont je vous ai parlé précédemment, par une tentative de définition du concept d'énergie artistique. Et voici ce que nous en avons ressorti. Lorsque l'on fait l'expérience d'une œuvre d'art, il peut arriver que nous mettions en mouvement notre pensée, que nous accélérions nos connexions neuronales vers une déferlante d'énergie. Et sans le savoir, nous augmentons notre potentiel heuristique, et on a parlé d'heuristique bien précédemment, d'ailleurs dans la question des communs, et créons de la conductivité et de la compétition à la fois, entre ce que nous nommerons les attracteurs. Cette interaction génère de l'énergie. Au stade expérientiel, l'énergie artistique est de l'énergie physique, mise en mouvement par la pensée. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, il y a une formule célèbre qui lie la masse d'un corps en un mouvement à celle d'un corps, à celle d'un corps au repos. Ainsi, la masse d'un corps qui s'approche de la vitesse de la lumière devient infinie. Prenons l'exemple de l'usage de la pensée dans le cadre d'une action qui serait à visée artistique. En utilisant une analogie où l'énergie artistique est de l'énergie physique mise en mouvement par la pensée, on obtient la formule selon laquelle la vitesse à laquelle l'énergie physique peut être transformée en énergie artistique croît avec la vitesse d'échange des pensées. Et plus la vitesse d'échange des pensées augmente, plus l'énergie générée par les attracteurs se transforme rapidement en énergie artistique. Et si la vitesse à laquelle les pensées échangées atteint celle de la lumière, la création d'énergie artistique devient alors infinie.
Voilà, donc cette formule mathématique pourrait-elle incarner finalement la force de transformation de l'énergie de l'art que les artistes produisent seuls ou à plusieurs dans un contexte de création donnée, notamment participatif? Et cette formule de l'énergie artistique, EA, pourrait-elle être mesurable? Serait-elle possible de l'avoir réinterprétée par tous, investie à son tour par tout individu ou groupe en capacité de l'activer? Par un simple dialogue portant sur l'expérience des œuvres, alimenté par les échanges que j'ai pu avoir avec mon collègue le mathématicien Antoine Mandel, je compte faire l'essai de l'élaboration d'une théorie de l'énergie artistique tournée vers le lien commun, le bien commun, pardon, et vectrice d'innovation potentielle. Ce sera là eh bien l'objet d'un livre qui est à paraître. En tout cas, ça rejoint très largement les réflexions de Faucillon sur les formes, sur la façon dont l'espace et le lieu de l'œuvre d'art pourraient être influés par rapport à un autre espace donné. Et ce que Monsieur j'aimerais Thomas, donc pour vous devez conclure, hein, conclure, s'il vous plaît. je vais conclure évidemment, et il faut que je conclue, et je vous redonne donc comment dire, je me remets en connexion avec les dernières images de mes slides pour pouvoir donc conclure de manière, j'espère, contextualisée. Vous avez ici la formule que nous avons élaborée avec Antoine Mandel. Eh bien, si je veux imaginer une application de ce dispositif dans un cadre, je dirais, un peu plus contextuel par rapport à l'université, eh bien, j'évoquerai ce que nous avons essayé de mettre en œuvre ensemble à plusieurs avec de nombreux collègues à travers Sorbonne Développement Durable, qui est partenaire de ce colloque. Sorbonne Développement Durable et qui s'inscrit pleinement dans les réflexions actuelles d'Emmanuel Picavet et de tous chers collègues là, qui travaillaient sur cette charte. Eh bien, je pense que Sorbonne Développement Durable est un élément qui nous a fédérés. Ça a fédéré pourquoi? Parce que, eh bien, il y avait 45 masters qui travaillaient sur le développement durable depuis de nombreuses années à Paris 1. Il y avait de nombreux labos qui étaient investis, 11 écoles doctorales, de nombreux partenaires qu'on pouvait donc mobiliser. Et donc, à travers cette structuration que nous avons élaborée ensemble en collectif depuis 3 ans et qui devient maintenant partie prenante de l'université, puisqu'elle vient d'être donc domiciliée à Paris 1, eh bien, nous avons créé une partition commune autour d'une démocratisation de la gouvernance et d'une action commune sur le domaine de l'activité scientifique, qu'elle soit juridique, économique ou des humanités. Donc, l'implication des chercheurs, les objectifs de recherche, les méthodologies partagées, tout cela, eh bien, fédère des personnes. Là, vous voyez ici donc une forme d'organigramme de cette fédération de personnes. Et ces chercheurs ont chacun leur particularité. Et donc, il fallait pour mettre en œuvre cette dynamique, eh bien, peut-être que chacun et chacune, eh bien, nous ayons vécu des expériences du commun, que nous ayons pu nous imprégner de différentes expériences collectives. Moi, je vous ai fait part de ma vision artistique de ces expériences collectives. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous envisageons ensemble cette recherche commune et l'impact que notre recherche pourrait avoir sur le réel, eh bien, nous faisons quelque part communiquer, en tout cas vivre ce qui est en nous, le faire vibrer collectivement et nous impliquons l'université dans ce processus afin de faire émerger, au-delà des brevets que nous pourrons éventuellement susciter, eh bien, une force commune sur la notion de transformation. Je vous remercie.